Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi 18 avril pour le journal de Cluster News. Dans les titres du jour, l'élection présidentielle approche à grands pas et les meetings se succèdent pour les différents candidats. Vanessa Dadachi évoquera notamment les indécis. Une bonne nouvelle ensuite, c'est la fin des appels surtaxés dans l'Union européenne à partir du 15 juin. Plus de factures longues comme le bras, comme va nous l'expliquer Barnabé Deuve. Enfin, on parlera culture avec la 41e édition du Printemps de Bourges. Maëva Wamser nous fera découvrir la programmation. Extraordinaire, hors norme, ce sont les termes qui reviennent souvent pour évoquer cette élection présidentielle. Alors, est-ce que c'est toujours le cas à 5 jours de la fin de cette campagne, Vanessa ? Eh bien oui, Justine. Pour les observateurs, elle est qualifiée d'inédite. Les particularités sont grandes. Pour la première fois, la poussée spectaculaire d'un candidat, à 15 jours seulement des élections, Jean-Luc Mélenchon, qui utilisera encore une fois la technique des hologrammes pour tenir des meetings simultanés dans plus de 7 villes aujourd'hui. La quasi-égalité des 4 premiers candidats, qui rend le résultat quasi indéterminable à ce jour. Le nombre d'indécis et d'abstentionnistes potentiels record qui atteint un taux de 30%. Et l'affaiblissement des candidats des 2 grands partis de la droite et de la gauche. Tout de suite, un résumé. Un contact inédit pour cette dernière ligne droite. Jean-Luc Mélenchon fait son entrée dans le carré de tête. Les candidats sont au coude à coude. Le résultat final incertain. Le grand perdant, Benoît Hamon, passe sous le seuil symbolique des 10%. Autre particularité, le fort taux d'indécis. Premier tour, je sais vraiment pas pour qui voter. Il y a trop d'affaires de partout. En fait, c'est choisi entre la peste et le choléra, donc je sais pas. Voilà. J'ai encore un petit doute. Bonjour, est-ce que vous savez pour qui voter à la présidentielle ? Non, pas encore. Toi, tu sais ? Moi, je sais juste pour qui pas voter. Pour l'instant, je sais pas encore. Non, j'ai répondu non. Non, du tout. Non. Non ? Non. Ah non, pas du tout. Alors, dans le sprint final, les candidats se lancent à la conquête de ces 30% d'indécis qui feront la différence, parfois avec des incidents. Rendez-nous la France ! N'ayez plus peur d'être français ! Le grand meeting de Marine Le Pen au Zénith hier a été interrompu par 2 militantes fémènes immédiatement évacuées par le service d'ordre du FN. Un meeting émaillé donc de fortes perturbations à l'intérieur comme à l'extérieur du Zénith. Les Français ont parfois moins de droits en France que des étrangers, même clandestins. Ils prennent les Françaises et les Français pour des imbéciles. Une lutte effrénée pour les candidats qui n'oublient pas d'être présents sur les réseaux sociaux et utilisent les nouvelles technologies pour tenter de se démarquer. Et vous allez voter ? Oui, ça oui. Donc vous allez vous décider à la dernière minute ? C'est un peu ça. En route pour les pronostics. Les auto-écoles sont en colère aujourd'hui. Elles ont lancé des opérations escargots à travers la France. La raison de leur colère, c'est l'ubérisation des inscriptions au permis, Nawel. Et oui, Justine, près de 2000 véhicules auto-écoles se sont réunis en province et dans la capitale pour manifester. Retour sur une journée plutôt mouvementée. Les patrons des auto-écoles protestent contre la simplification des inscriptions au permis de conduire pour les candidats libres. Fini les nombreux documents administratifs, les candidats pourront désormais s'inscrire sur Internet en un simple clic. Une mesure sans véritable contrôle pour s'inscrire au permis de conduire. C'est ce que dénoncent les syndicats et patrons des auto-écoles qui évoquent une forme d'ubérisation. Alors qu'auparavant un passage à la préfecture était obligatoire, le plan préfecture nouvelle génération, lancé en 2015 par le gouvernement, prévoit la suppression d'un certain nombre de procédures administratives. Ce nouveau marché tend à développer les plateformes en ligne. Plusieurs manifestations sans débordement ont eu lieu à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Nantes. Dans la capitale, les voitures auto-écoles se sont rendues en direction de la Tour Eiffel. Les syndicats des auto-écoles attendent aujourd'hui d'être reçus à Matignon. À Nantes, les poubelles s'empilent sur les trottoirs, les éboueurs n'acceptent plus leurs conditions, entre suppression de postes et surcharge de travail. Est-ce que cette situation pourrait s'éterniser, Wafia ? Alors oui, Justine, le souci est bien là, puisque la grève pourrait bien s'éterniser, même si Nantes Métropole envisage un recours au tribunal administratif si le blocage continue. Du côté des Nantais, la situation ne peut plus durer, les habitants sont à bout. Je vous propose d'ailleurs de voir le problème de plus près à travers ce reportage. Nantes ensevelie sous les déchets, c'est le constat alarmant de ces dernières semaines. Les poubelles sont pleines à craquer, les ordures s'entassent dans les rues de Nantes et les odeurs deviennent de plus en plus insupportables pour les habitants de la ville.
Et excusez-moi, je trouve ça sale. C'est vraiment... Nantes est sale. Hein. Honnêtement, pour des touristes qui viennent passer le week-end à Nantes, ça a vraiment rien d'agréable. Non seulement ça me dégoûte, mais en plus il y a un risque sanitaire parce qu'il y a des rats aussi. Hein, et pour tout le monde, pour aussi les habitants, pour les commerçants. Les éboueurs nantais réfutent le projet des 24 suppressions de postes et déclarent depuis la guerre à la municipalité. Une situation critique que déplorent les commerçants qui craignent désormais une baisse de leur activité. Ça sent très mauvais, donc c'est pas bon pour le commerce. Donc il aurait fallu au moins qu'ils fassent un minimum, quoi. C'est pas très ragoûtant, c'est carrément dégoûtant et beaucoup de clients râlent. Le ramassage des ordures n'est plus effectué et le problème risque de perdurer puisque les syndicats majoritaires CGT et FO ont décidé de durcir le ton en bloquant l'accès des 3 sites de collecte et en déposant un préavis de grève jusqu'à fin mai. En Guyane, la trêve du week-end de Pâques a pris fin et c'est le retour de la grève générale. Les locaux veulent forcer le gouvernement à signer le texte envoyé par le collectif Pour la Guyane décollée. Ils demandent toujours 2 milliards d'euros pour rattraper leur retard sur l'Hexagone et entament leur 2e mois de grève. Une bonne nouvelle enfin pour les accros au smartphone. La surtaxe téléphonique à l'étranger, c'est bientôt terminé. Alors Barnabé, qui est à l'initiative de cette décision ? Eh bien Justine, c'est le Parlement européen. Depuis 2007, Bruxelles travaille à faire baisser les prix des frais d'itinérance. Alors concrètement, qu'est-ce que cela va changer ? On regarde tout de suite le reportage. C'est officiel, les frais d'itinérance ou roaming disparaîtront le 15 juin prochain dans toute l'Union européenne. Il sera possible de téléphoner et d'envoyer des messages sans surcoût à travers les 28 pays membres. Les Français devraient économiser 99 € en moyenne chaque année dès la mise en application de cette loi. De leur côté, les opérateurs téléphoniques auront la possibilité de réagir en cas d'abus de la part des clients. Si une personne a son lieu de résidence à Francfort ou à Paris, et si pendant toute l'année, elle utilise pour téléphoner une carte SIM achetée à Tallinn, mais qu'elle n'a jamais été en Estonie, il est alors assez facile de détecter une situation d'abus. On pourra lui demander ce qui se passe, et si la personne n'apporte pas une réponse satisfaisante, alors il sera possible de lui faire payer des frais à l'avenir. En ce qui concerne Internet, gratuité pour tous les consommateurs à forfait prépayé. Par contre, pour les autres, un plafond sera mis en place. En cas de dépassement, il faudra payer 7,70 € par gigaoctet consommé. La Turquie a scellé dimanche son destin par les urnes. Elle a dit oui au référendum qui donne à son président Erdogan plus de pouvoir à Tis. Oui, Justine, concrètement, dès 2019, le président concentrera entre ses mains tout le pouvoir exécutif. Il sera chef de l'État, mais aussi chef des armées et du gouvernement. Il lui sera alors possible de concilier la présidence avec son rôle de leader du parti islamo-conservateur AKP. Et il est probable qu'il se maintienne au pouvoir jusqu'en 2029. Retour sur ce vote historique. Au lendemain du référendum à Ankara, l'hyper-président Recep Tayyip Erdogan prend la place de son Premier ministre et préside le Conseil de sécurité pour étendre l'état d'urgence à 3 mois supplémentaires. C'est le premier changement visible du nouveau gouvernement voulu par la Turquie. Car dimanche soir, le peuple a dit oui au référendum constitutionnel. Le président profite pour faire un pied de nez à ses détracteurs. Ils ont essayé de nous faire déraper. Mais avec l'aide de Dieu, plus personne ne fera patiner la Turquie. La victoire n'est pourtant pas unanime. À peine plus de la moitié de la population a voté en faveur d'un changement de la Constitution. L'opposition dénonce un scrutin frauduleux et la pression des autorités sur les électeurs. Ils réclament toujours l'annulation du référendum, dû à des bulletins non validés par le tampon officiel dans 60% des bureaux de vote. L'irrégularité a entaché ce référendum. C'est une mauvaise décision, une décision illégale. Ce n'est pas correct. Nous allons nous y opposer jusqu'au bout. À l'issue du vote, Erdogan attise un peu plus les fractures de la société turque. Les partisans du non ont fait résonner le son des casseroles dans les quartiers d'Istanbul et d'Ankara. Pas dupe, ils pointent du doigt le grand écart d'opinion entre les grandes villes, Istanbul, Ankara, Izmir, qui ont voté non, et les campagnes conservatrices acquises au gouvernement autoritaire.
Delta Airlines va proposer un dédommagement à hauteur de 9 330 € pour ses clients victimes de surbooking. Cette nouvelle fait suite à la vidéo qui a choqué le monde, celle d'un homme qui se fait violemment sortir d'un avion de United Airlines. En cause, le manque de place à bord de l'appareil, un problème de plus en plus fréquent dans les compagnies aériennes. Hier, au cours de la journée, une partie des détenus palestiniens incarcérés en Israël ont entamé une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions d'incarcération. Paulin, c'est une grève aux motivations politiques. Alors oui, tout à fait, Justine, c'est une grève extrêmement politique puisqu'elle a été lancée par Marwan Berghouti, l'un des leaders du Fatah palestinien. Alors le Fatah, c'est le parti du président palestinien Mahmoud Abbas, qui est considéré depuis de nombreuses années par les autorités israéliennes comme une organisation terroriste. Résultat des milliers de prisonniers politiques dans les geôles israéliennes qui ont décidé depuis hier de protester contre leurs conditions d'incarcération. Regardez ces images. Un mouvement inédit depuis des années. Près de 1500 prisonniers palestiniens détenus en Israël ont entamé une grève de la faim pour réclamer de meilleures conditions d'incarcération. Ils répondent à l'appel de l'un des chefs du Fatah, Marwan Berghouti, incarcéré en Israël depuis 2001 et condamné de multiples fois à la prison à vie pour terrorisme. Hier, des milliers de personnes ont défilé dans la bande de Gaza et en Cisjordanie pour exprimer leur solidarité avec les grévistes, une partie de la population palestinienne qui soutient ce mouvement de prisonniers, perçu par beaucoup comme un acte de résistance. Quand les prisonniers font une grève de la faim, ils ressentent la liberté. C'est un moyen de résister. On peut gagner la bataille contre l'occupation avec nos estomacs vides. C'est un message pour la communauté internationale. Les Palestiniens veulent la liberté. Des manifestations ont lieu hier dans tout le pays, comme ici à Bethléem, où des heurts ont opposé les manifestants palestiniens et la police israélienne. À la suite de ces affrontements, le gouvernement israélien a fait savoir qu'il ne négocierait pas avec les prisonniers, qu'il considère toujours comme des terroristes. Du foot maintenant, les joueurs de l'Olympique lyonnais doivent se remettre d'une semaine éprouvante. Jeudi dernier, les supporters du Beşiktaş avaient lancé des pétards et des bombes artisanales sur les Lyonnais. Et samedi, pendant le match face à Bastia, une bagarre générale a éclaté à la mi-temps. L'arbitre a même décidé d'arrêter le match. Face au Beşiktaş jeudi, dans un des stades les plus chauds d'Europe, les Lyonnais devront faire preuve d'une grande force mentale pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa. Le printemps de Bourges commence aujourd'hui. Le festival a attiré plus de 60 000 spectateurs l'année dernière, un record qui devait être battu cette année, Maëva, et ça promet un bon lancement de la saison des festivals. Oui Justine, comme tous les ans, le printemps de Bourges lance les festivités. Comme toujours, le festival se dote d'une programmation éclectique, faisant la part belle aux jeunes artistes. Tout de suite, les détails. Le Printemps de Bourges est de retour pour sa 41e édition. Le premier grand festival de la saison ouvre ses portes aujourd'hui jusqu'à dimanche. Le Printemps de Bourges offre encore cette année une programmation bien remplie, entre habitués, grands noms et petits nouveaux. Parmi les têtes d'affiche, Renaud, présent pour la 8e fois, Jane, Soprano, Kerry James, Vianney, Brokenback, Gaëtan Roussel ou encore le groupe culte Placebo. Le Printemps de Bourges, c'est aussi l'occasion de découvrir la nouvelle scène. Depuis plus de 30 ans, le festival ouvre sa programmation aux jeunes artistes. Des artistes sélectionnés tout au long de l'année comme Cathédrale et Mirage Club. Les Inouïs du Printemps de Bourges, pour nous, ça représente la possibilité de jouer au festival. Ça fait une bonne visibilité, ça nous permet après de faire d'autres concerts. C'est une super opportunité pour essayer de jouer au Printemps de Bourges. On espère faire plaisir aux gens. Le côté physique qu'il peut y avoir avec un sound system de la scène et de transmettre ça aux gens. Une programmation de jeunes artistes chère à l'ADN du printemps, comme l'explique Boris Vedel, président du festival depuis l'année dernière. Dans la programmation, on est, je pense, toujours sur les mêmes fondamentaux du printemps, avec 90% de l'affiche qui est composée de découvertes de jeunes talents, d'artistes dont c'est le premier ou le tout premier album. Donc là-dessus, il n'y a pas, à vrai dire, de grands changements. Le printemps, c'est fondamentaux, ils sont bons, il faut les garder, ce qui est déjà un défi. Un autre moment fort de cette année devrait être la célébration des 20 ans de la disparition de Barbara, qui reviendra le temps d'une soirée dans la voix de Vincent de Dienne, Dominique A ou encore Vincent Delerme. Une fois encore, le Printemps de Bourges devrait ouvrir en beauté la saison, avec une fréquentation record attendue et des concerts qui affichent déjà complets, comme Jane jeudi soir. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi le journal de Cluster News. Prochain rendez-vous demain. Bonne fin de journée. On vous laisse sur la musique Makeba de Jane. Beat the mama Africa, you follow the beat that she's gonna give ya.